dès les années 70, on sait en fait qu'il y a des problèmes et on n'a rien fait pour les arrêter. Et au contraire, on a continué à accélérer le processus. Comment ça pourrait changer? C'est vraiment la grande question. Nous avons commencé il y a 50 ans à nous battre contre la pollution de l'eau, la destruction des rivières, c'est-à-dire contre les agressions menées contre la planète. Et aujourd'hui, ceux qui se battent pour le climat se battent aussi parce que la planète, ils la sentent menacée de partout. Il y a 40 ans, on ne parlait pas d'éducation à l'environnement. Le centre que nous avons créé ici à Belle-Île-en-Terre, eh bien, c'est un outil extraordinaire, à la fois pour mieux faire connaître les richesses de notre patrimoine naturel et notamment des rivières depuis leur source jusqu'à l'estuaire et jusqu'au milieu marin, mais c'est aussi un outil extraordinaire pour éduquer aux gestes éco-responsables. À la 1, à la 2, et à la 3. Oui. Ils commencent déjà à rentrer. On en voit même plusieurs, hein. On voit plusieurs groupes de poissons, des bancs de petits poissons. On n'a plus qu'à l'accrocher. Très très tôt, nous avons fait appel aux scientifiques. Et sur cette rivière sont venus travailler d'abord des étudiants de l'INRA de Rennes. Puis sont venus travailler des gens de ce qui était à l'époque le CNEXO, qui est devenu IFREMER. Parce qu'eux, ils étaient spécialisés dans les problèmes d'eau de mer. L'INRA était plus spécialisé dans les problèmes de terre et d'eau douce. Je crois que l'apport essentiel a été d'expliquer ce lien fondamental entre les écoulements sur les continents à travers les rivières, les ruisseaux, les fleuves et le fonctionnement de l'écosystème marin. Effectivement, on était plutôt sur une démarche, le pêcheur de rivière à la ligne. Nous, on leur parlait d'écosystèmes marins, de pêche à la coquille Saint-Jacques, de nurserie de poissons. Et je pense que notre apport le plus important a été de créer cette interface dans les esprits entre la terre et la mer. Sortir du cercle des convaincus, ne pas rester isolé, c'est d'abord provoquer et accepter le débat avec tous ceux qui ne partagent pas nos analyses et nos propositions. D'où cette implication dans tous les groupes de travail auxquels nous avons été invités, parce que pour nous, c'était à la fois un moyen de mieux comprendre, de mieux connaître, mais aussi de faire part directement à ceux qui ne partagent pas nos points de vue, de nos analyses, de nos propositions, de nos convictions. Il y a forcément une tension à gérer pour une association comme Eau et Rivière entre le fait d'encourager le débat au sein des instances de concertation en étant présente et fortement présente, y compris pour tenir des positions un petit peu fermes. Et puis d'un autre côté, le fait de se dire, si je suis extérieur, je suis plus efficace pour faire pression sur les acteurs qui sont par exemple le maître d'ouvrage des politiques de l'eau. Cette façon d'être à la fois un petit peu dedans, un petit peu dehors, c'est ce que pratiquent en fait tous les acteurs de la concertation elle-même. Le mérite d'Eau et Rivière de Bretagne, ça a été de conjuguer cette capacité à dialoguer tout en étant extrêmement ferme et vigilante sur un certain nombre de lignes jaunes à ne pas franchir. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a d'autres formes d'action collective qui ont une portée plus importante. On sait que l'action en justice, que les mobilisations un petit peu fortes dans l'espace public sont aussi des leviers pour faire bouger. Au début des années 90, quand Monsanto faisait figurer sur les emballages du Roundup un logo qui disait « Respecte l'environnement », nous avons décidé, parce que pour nous il s'agissait d'un mensonge manifeste, d'engager un procès contre Monsanto. Nous avons gagné parce que, en l'occurrence, le bon sens rejoignait la loi. Et à l'époque, évidemment, que nous n'imaginions pas qu'un jour, la question de l'interdiction totale du glyphosate se poserait. Mais c'est en semant des cailloux comme cela que notre association, depuis très longtemps, a fait avancer les choses. Autre exemple, le procès contre l'État dans le dossier des marées vertes que nous avons mené avec 3 associations locales de Bretagne et qui nous a permis de mettre en évidence sur la place publique que les marées vertes
elles avaient aussi pour origine pas seulement la chaleur, pas seulement la pollution par les nitrates, mais elles avaient aussi comme origine l'incapacité de l'État à appliquer correctement la réglementation européenne comme nationale. Je pense que l'apport le plus récent et le plus, je dirais pas original, mais nouveau concernant les algues vertes, a été de montrer en quoi les algues vertes qui se déposent sur une plage, non seulement posent des questions sanitaires, des questions avec induction forte sur le tourisme, etc., mais des vraies questions écologiques sur le fonctionnement de l'écosystème de ces plages. Il faut savoir que ces plages ne sont pas des écosystèmes sans vie, ce sont des vrais écosystèmes très riches, notamment des nurseries pour de nombreuses espèces de poissons. Ça veut dire une capacité à être un expert d'un certain nombre de questions qui sont des questions difficiles, redoutables. On le voit aujourd'hui avec la question climatique. Et ça veut dire aussi la capacité à agir au quotidien dans la participation à un certain nombre d'instances, dans l'exercice d'un certain nombre de recours contentieux, dans l'organisation de campagnes de communication. Et c'est cet ensemble qui permet progressivement de faire changer les choses.